Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour notre forum de discussion. Ça se discute. Voilà. Nous en sommes au 161e anniversaire de l'organisation, de la création de l'organisation de l'unité africaine, en temps devenue Union africaine en 2002. Nous allons ce soir nous appesantir spécifiquement sur l'Union africaine et sur un pan de sa mission, qu'est la promotion de l'unité et de la solidarité entre États africains. Au regard des enjeux du moment, nous allons en parler avec nos invités de ce lundi. Julien Kiti, bonsoir. Vous êtes analyste politique. Julio Tometi, juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste et associé. Bonsoir. Bonsoir Xavier. Mohamed Yamidi, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Bonsoir François David, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, Julien Keti, je commence le tour de table par vous. Je le disais, l'un des objectifs, l'un des principaux objectifs de l'Union africaine, c'est en première place vient la promotion de l'unité et de la solidarité des États africains. On sait que cet objectif a motivé la création de l'organisation originelle, un souci de fédérer les forces, un souci de parler d'une même voix, avec le recul de plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui, depuis 2002, donc 22 ans. À quel on appréciez-vous l'unité sur le continent, surtout la solidarité entre les États? Merci, Monsieur Noumon. Que ce soit en se référant à l'OUA, que ce soit en s'inscrivant ou en restant dans le créneau Union africaine, on a un pincement au cœur lorsqu'on fait le bilan aussi bien des 61 ans que des 22 ans du point de vue de l'unité et de la solidarité. Et vous faites bien de ramener le mot unité. Ça m'amène à me demander si le passage de l'OUA à l'Union africaine n'a pas été plus un changement de terminologie que de réels changements sur le terrain. Parce que c'est un bon vœu que de vouloir de plus d'unité et de solidarité. Mais lorsque vous regardez au sein de l'Union africaine, vous prenez les 55 États, vous avez encore des organisations sous-régionales dans chaque région. Vous en avez en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et du Nord également. Mais quel est le résultat? Dans ces microcosmes-là seulement, on n'arrive pas à s'entendre sur l'essentiel. On se conteste et on s'oppose, on se bat autour même de ce qu'on ne peut pas changer dans le destin commun qu'on a, des frontières dont on n'est même pas auteur. Que vous voyez, ça je dis juste des exemples, que vous ne puissiez pas dire sur ce plateau que vous êtes très sûr que le Togo et le Bénin vont pouvoir s'entendre sur l'essentiel, le Bénin et le Niger vont pouvoir s'entendre. Quand vous prenez la CEDEAO, il y a combien d'États? Je crois une quinzaine, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Au sein de la CEDEAO, vous avez l'AES aujourd'hui, dont je ne connais pas encore le statut formel par rapport aux textes qui régissent la région. Les conflits entre les différents pays, des conflits armés pour d'autres, sont autour de préoccupations qu'on ne peut pas qualifier de porteuses de soucis de développement pour le pays, parce que on n'est pas en train de discuter au sein de la CEDEAO et des autres organisations régionales ou au sein de l'Union africaine de comment on exploite le pétrole sous le sol africain où qu'il se trouve. On n'est pas en train de parler, d'avancer sur les questions de l'agriculture africaine pour en arriver à l'autosuffisance alimentaire. La question énergétique qui est incontournable, quelle que soit la partie où vous vous trouvez sur la terre aujourd'hui pour le développement, on n'en parle pas. La question de sécurité, qui peut aujourd'hui aller contre le terrorisme en vase clos? C'est pas possible. Mais on est encore à ce que des États, presque des micro-États, soient là à s'accuser pour dire que c'est entre nous qu'on veut se faire du mal. Alors,
je fais le lien avec les crises au niveau des organisations sous-régionales. Quel est le rapport aujourd'hui, la réalité du rapport fonctionnel et hiérarchique entre l'Union africaine et la CEDEAO, par exemple? Lorsqu'il y a une crise au sein de la CEDEAO, tous les membres de la CEDEAO participent aux rencontres de l'Union africaine. Mais depuis qu'il y a des situations au sein de la CEDEAO, lorsqu'il y a des difficultés pour gérer ça, est-ce que vous sentez que l'Union africaine est suffisamment active? Mais l'Union africaine, son avis, sa participation, son action est souhaitée ou appelée même lorsqu'il y a des crises au-delà du continent. Et ça amène ceux qui pensent que l'Union africaine reste encore totalement dépendante de l'Occident à avoir raison. Parce que depuis la question du financement seulement, du fonctionnement, jusqu'au fonctionnement de l'Union africaine, le siège, les fonctionnaires qui y travaillent, et puis les capacités d'intervention de l'Union africaine. L'Union africaine, dans ses institutions, est dotée d'une commission sécurité, paix et autres. Il y a un parlement panafricain, il y a une commission de l'Union africaine. Mais après, vous avez la CEDEAO qui a des objectifs économiques aussi, mais qui devient plus politique que économique. Vous avez l'UEMOA, pour ne prendre que l'exemple de la sous-région ouest-africaine. Donc, il y a plus une charpente d'institutions dont on ne trace pas clairement le rôle que chacune d'elles doit jouer pour appuyer l'autre. Le bilan est, dans l'absolu, donne un tableau d'incapacité à aller vers une véritable unité, a fait parler ses capacités de solidarité, et c'est inutile de remonter à l'OUA pour dire est-ce qu'on a fait mieux que l'OUA. Ça saute à l'œil et c'est à faire retourner dans leur tombeau Kwame Nkrumah et puis Haïlé Sélassié, et qui encore Modibo Keïta, le Malien, ceux-là qui ont été Sylvanus Olympio, je crois, hein, qui ont été les pères fondateurs de ce souci d'unité africaine. On ne reviendra pas sur les efforts pour aller vers l'opérationnel qui ont été ceux de Muammar Kadhafi, qui voulait que des questions de télécommunication, par exemple, d'énergie et autres là, soient réglées avec une certaine souveraineté africaine. Mais malheureusement, il a été stoppé. Julio Tometi, est-ce que, en voulant, quand bien même on voulait l'unité, on est resté dans une logique de bloc sous-régional? Il a parlé à suffisance de la CEDEAO. On prend n'importe quelle partie du continent, l'Afrique australe, l'Afrique du Maghreb, il y a les divisions font qu'il n'y a même pas d'organisation. L'Union, voilà, l'Union du Maghreb arabe existe à peine sur le papier. Donc en parlant d'unité, de solidarité entre les États, on voit les conflits ouverts au Soudan. Le conflit est tout ouvert depuis des années. C'est la énième fois. L'Éthiopie, voilà. Comment percevez-vous ce chantier de l'unité et de la solidarité entre les États? Il faut dire, quand on se réfère au traité, comment dire, à la constitution de l'Union africaine, vous l'avez bien dit, c'est à croire que la question de l'unité est en fait le préalable, de toutes les autres objectifs. Parce que lorsque vous lisez à l'article 3 de ce traité constitutif, c'est la question d'unité et de solidarité qui a été évoquée comme tout premier objectif. Dans le préambule même, c'est ça que vous notez, c'est-à-dire inspiré par les pères fondateurs, ainsi de suite. Je considère en fait que cette unité et cette solidarité doit d'abord être garantie par les organisations sous-régionales. Je considère que c'est en réussissant les organisations sous-régionales que l'on peut forcément aller à une plus grande unité. En fait, il y a en fait une caricature à se faire. Si vous êtes capable de vous mettre ensemble, de rester ensemble, de réfléchir, d'accord, ensemble, à 2, à 3, c'est-à-dire vous pouvez le faire à 5, à 10. Quand on considère aujourd'hui les organisations sous-régionales, on se rend compte qu'à l'intérieur, en fait, il y a problème. Si on n'est pas capable de mieux s'entendre, en fait, au plan peut-être sous-régional, à petite échelle, est-ce que c'est à grande échelle qu'on y parviendra? Donc, en vérité, nous sommes très loin du compte d'une certaine façon. Donc, je considère que le préalable, c'est arriver à davantage ressouder, en fait, les liens au niveau des organisations régionales. La réussite des organisations régionales est le préalable, en fait, d'aller à une plus grande unité.
parce que en fait l'un mis dans l'autre, et en tenant compte aujourd'hui de ce qu'est la réalité d'une certaine façon, vous voyez généralement que l'Union africaine prend un second rôle lorsque en fait des situations peut-être quelque peu conflictuelles naissent, que ce soit au niveau de la CEMAC, de la CEDEAO, ainsi de suite. Vous voyez en fait que c'est les organisations sous-régionales qui prennent en fait le leadership. L'UA ne vient que pour des questions de principe, des questions d'orientation, ainsi de suite. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut vraiment pas prétester de ce qu'aujourd'hui, en fait, l'Union africaine a de beaux jours devant lui. Le seul endroit où en matière de droit, où vous allez entendre souvent, en fait, parlant de l'Union africaine, c'est beaucoup plus, en fait, dans la préservation, en fait, des droits humains, des droits fondamentaux, d'une certaine façon, où vous voyez, dans les rapports entre États et individus, vous voyez les individus sollicités pour la plupart parce qu'il y a un organe, d'accord, la Cour africaine des droits de l'homme, où ce n'est qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, les juristes ou les défenseurs des droits de l'homme, ce n'est qu'en ces matières-là que vous entendez aujourd'hui la question de l'Union africaine à travers, en fait, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Encore que là, qu'est-ce que nos États en font d'une certaine façon? Donc, véritablement, je considère que il faut d'abord commencer par pacifier les rapports bilatéraux entre États, les rapports au sein des communautés, avant d'envisager, en fait, une véritable unité au plan africain à travers l'Union africaine. L'unité est un chantier tout entier. Mais, vous savez, moi, j'ai parfois une vision des choses et un peu nuancée. Lorsque le 25 mai 1963 naissait l'organisation de l'unité africaine, 25 mai 1963, ça veut dire que nous sommes environ 3 ans après les années des indépendances, puisque la plupart des pays d'Afrique ont connu l'indépendance entre 1950 et 1960. Donc, lorsque naissait l'organisation de l'unité africaine, là on parle de l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, qui est devenue plus tard l'Union africaine. Donc, pour moi, quand on parle de l'unité africaine, organisation de l'unité africaine, ça veut dire peut-être que les pères fondateurs ont pensé qu'il faut s'unir. Là, on parle d'unité, c'est-à-dire il faut faire un. Quand on fait un, c'est qu'on veut faire face à quelqu'un. On veut faire face à ce que je peux appeler un ennemi ou à l'adversaire. On veut faire, et ici, l'ennemi tout désigné ou l'adversaire tout désigné, en tout cas, celui à qui l'organisation qui veut faire, l'autre organisation à laquelle l'unité africaine voulait faire face, c'est beaucoup plus le colon dans son ensemble, c'est-à-dire que tout l'Occident, l'Europe, ainsi de suite. Donc, on veut s'organiser de notre côté ici pour faire face, et faire face à l'autre côté. Ceux qui nous ont dominés pendant longtemps. Maintenant que nous avons été capables de secouer le joug et d'obtenir une certaine indépendance, on veut maintenant leur faire face pour aussi pouvoir évoluer, pour pouvoir imposer nos valeurs. Seulement que, quand vous voulez faire un, ça veut dire qu'on parle de questions de colonialisme et autres. Ça veut dire quoi? De mon point de vue, si cela n'a pas réussi, c'est que même à un moment donné, comme l'a dit récemment le président béninois, Patrice Talon, au cours de sa visite au Brésil, on n'a pas réellement su transcender tout ce qui s'est passé durant cette période. Le fait même que nous soyons décolonisés, nous n'avons pas pu assumer ça. On nous a colonisés, d'accord? En nous colonisant, qu'est-ce que le colon nous a apporté? On parle aujourd'hui, on parle en français, tantôt sur le continent, certains parlent français, certains parlent anglais, certains parlent espagnol. Portugais. Donc, il y a la langue, il y a la civilisation, il y a la connaissance, il y a la connaissance, il y a tout ça. Et donc, voilà ce qu'on nous a apporté. Est-ce qu'on a pu assumer ça pour dire que ce sont des outils, ce sont des moyens de progrès pour l'humain que nous sommes, et prendre conscience de cela et dire, avec cela, nous allons adapter cela à ce que nous-mêmes nous sommes et pouvoir évoluer et ne jamais prendre les autres en adversité, mais savoir qu'en tant qu'humains, nous sommes tous sur la planète, nous avons des défis et nous avons besoin l'un de l'autre. Et quand cela a échoué, parce qu'on n'a pas pu transcender cela, on en est peut-être arrivé avec une réflexion un peu plus avancée à dire qu'on passera de la question de l'unité à la question de l'union. Et donc, quand on parle d'union, selon moi, c'est qu'on se met ensemble. Mais pour qu'il y ait union,
Ça veut dire qu'on s'entend sur des principes, sur des valeurs. Et là, on va vers un projet. Le projet Union africaine, il est où? Pour moi, il est nulle part. Il n'y a pas de projet. Parce que pour qu'il y ait projet, c'est que chacun de ceux qui constituent l'Union doivent d'abord être prêts sur des principes donnés. Les défis en matière d'intégration, en matière de gouvernance, en matière de sécurité et autres, la gouvernance au niveau local, ça se passe déjà comment? Les principes d'abord démocratiques, les valeurs. Est-ce que tout le monde s'entend sur le fait que la démocratie reste notre moyen, notre outil, c'est-à-dire que le moyen par excellence pour nous de désigner nos dirigeants? Est-ce que tout le monde s'entend sur ça au jour d'aujourd'hui? C'est-à-dire que 60 ans après, on en est encore à faire des coups d'État. On en est encore à faire des coups de force pour désigner des dirigeants. Donc, on n'est pas encore au même niveau par rapport à cela. Mais quand vous prenez l'Europe, quand le rêve de Schuman, l'homme politique français, qui a pensé d'abord à la communauté économique de l'acier et du charbon, qui est devenue plus tard Union européenne, ça veut dire que, un peu comme la CEDEAO, on est parti des questions économiques, mais on a trouvé qu'il faut aller de façon un peu plus globale et ajouter des choses. Voilà comment les gens ont transcendé. Tout le monde s'entend aujourd'hui en Europe sur le fait que le meilleur moyen de désigner les dirigeants, c'est la démocratie. Ce sont les élections, ainsi de suite, qu'il n'y a pas de coup de force, que le civil est dans son rôle, que le militaire est dans son rôle. Mais ici, on ne s'est même pas en compte. C'est le premier principe sur lequel il faut s'entendre. On n'a même pas pu faire ça. Ensuite, maintenant, la question de l'intégration. C'est quand on partage des valeurs, quand on partage des principes. À mon avis, quand on partage cela, qu'on peut maintenant s'asseoir et dire que nous sommes une union, nous allons faire les choses ensemble, voilà ce que vous proposez, voilà notre façon de voir la chose, mais nous identifions le même problème et chacun apporte ses idées, chacun apporte ses essais de solutions et nous allons vers ce qu'on peut appeler des critères de convergence. Mais ici, ces critères de convergence ne sont même pas respectés. Et donc, quand les chefs d'État se regroupent, se retrouvent entre eux, puisque à la limite, nous ne partageons pas ces valeurs. Chacun sait comment chacun s'arrange pour venir au pouvoir. On va s'asseoir et s'entendre pour parler de quoi? Puisque les peuples d'ailleurs aussi ne partagent pas ces valeurs-là. Il n'y a pas déjà intégration à ce niveau-là. Donc pour moi, les défis de ce temps-là restent les mêmes défis aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut tout reprendre, mais il faut repenser la chose et s'assurer que ces valeurs sont partagées pour qu'on puisse faire un pas en avant. Une crise des valeurs, est-ce que vous souscrivez à son constat? On ne partage pas assez les mêmes valeurs, donc ce qui fait qu'il n'y a pas un socle commun sur lequel on peut bâtir. Et donc, non, moi je ne parlerai pas de crise des valeurs, mais je pense qu'il y a eu... Ou un manque de valeurs concordantes. Il y a eu, oui, des rythmes disparates dans les mutations nécessaires pour qu'on puisse aller vers une union concrète, une union qui produit des effets. Quand je dis rythme disparate, lorsque vous prenez la question, par exemple, des cotisations, je parle terre à terre, que chaque pays doit donner, par exemple, pour le fonctionnement de ces organisations-là. Quand vous prenez l'Union africaine, ce problème-là se pose. Parce que si le niveau de volonté, si par exemple, il y a des pays qui doivent apporter leur contribution financière déjà fixée, dans une année donnée, ne sont capables de les apporter que dans 5 ans, évidemment que il n'y aura pas suffisamment de ressources financières pour financer les activités de l'organisation et ça va être plombé. Deuxième chose, il y a un risque que l'organisation, le pays qui se met à jour, ait l'impression que c'est lui seul qui finance pour qu'on aille faire le maintien de la paix dans d'autres pays où il y a conflit. Et lui aussi commence par se décourager. Même en parlant du maintien de la paix, il y a eu des initiatives, il faut le dire, mais des initiatives qui sont toujours financées par les blocs extérieurs. Voilà, et à partir de ce moment, c'est contradictoire avec la vision de départ. Au départ, ce qui est resté transversal entre l'OUA et l'Union africaine, c'est l'affirmation de la souveraineté africaine face aux défis du néocolonialisme. Donc, éviter, être soudé pour que le colon ne revienne pas autrement et que désormais on discute
comme des partenaires. Deuxième chose, nos problèmes, que nous développions des capacités pour les régler par nous-mêmes jusqu'à un niveau donné. Lorsque on n'est pas arrivé à ça et que on ne s'est pas donné les moyens de le faire, et au plan juridique, quand lui il a donné tout à l'heure l'exemple de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, au moment où on voulait passer à la possibilité que des individus assignent directement des États devant cette juridiction-là, quel débat a été fait? Quelles études ont été réalisées? Je ne minimise pas ceux qui ont pensé cette progression-là. Parce que si vous ne discutez pas, vous ne faites pas correctement le point, et que vous passez à ces gens de réformes qui font effet, on dit ben, droit de l'homme, et donc tout le monde applaudit le fait qu'un individu peut le faire. Observez que dès qu'on est passé à cette possibilité-là, il y a plusieurs États partis qui, puisque la possibilité existait, qui se sont retirés. Parce qu'il faut être parti à l'installation ou bien à cette organisation, à cette instance, avant qu'il ne vous soit opposable de répondre devant cette organisation. Et ça a plombé la gestion des pays à l'interne. Aujourd'hui, cette Cour aussi est déjà affaiblie parce que vous observez qu'elle rend des décisions et des États ne respectent pas. Parce qu'on n'a pas pensé jusqu'à la phase coercitive. Et vous ne pouvez punir quelqu'un que lorsque vous avez, au niveau de l'organisation, vous êtes dans une démarche équitable. C'est vrai que à l'international, au-delà de l'Afrique, des problèmes comme ça ne manquent pas. Mais les gens savent s'entendre sur l'essentiel. Quand vous prenez la CPI, par exemple, ne nous diabolisons pas tout le temps pour penser que le mal n'est que chez nous. Est-ce que les États-Unis ont déjà jamais concédé que les citoyens américains... Ils sont même pas partis. Très bien. Alors, depuis, quand la CPI dit, bon, je lance mandat d'arrêt contre Poutine, ça donne ce que ça donne. Comme Netanyahou, vous voyez ce que ça donne. Oui, donc, mais il n'y a que Gbagbo qui a été là-bas. Alors, donc au niveau de l'Afrique, si on avait renforcé, non, excusez, quand on renforce, vous voulez comparer Bemba, c'est pas le même standing. Alors, si on avait des organisations, des juridictions qui fonctionnaient très bien chez nous. Il y a eu Slobodan Milosevic aussi qui a été condamné, c'est pas n'importe qui non plus. Donc, bon, ok, c'est bien. Oui. Après, on fera le point, le ratio avec... Mais en attendant que vous allez plus loin, il y a une question basique on va dire, qui peut paraître anecdotique, qu'il faut poser. Oui. Est-ce qu'on veut, en parlant d'unité, est-ce qu'on veut réellement être ensemble? Est-ce que les Africains de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Est veulent réellement partager, au-delà des mots, veulent vraiment être ensemble avec ceux du Nord, veulent vraiment être ensemble avec ceux de l'Ouest, ainsi de suite? Moi, je pense que c'est pas la question basique. Est-ce qu'on veut réellement être ensemble? Moi, je pense que oui. Les gens veulent être ensemble. Moi, tout n'est pas... Mais jusqu'à quel point? Quand on dit ensemble... Ils veulent être ensemble... Jusqu'à quel point? Ils veulent être ensemble. Oui. Mais après, ce qui doit nous lier, ce qui doit être le ciment... Chacun, lorsqu'il finit de dire « je veux bien qu'on soit ensemble », parce que le dénominateur commun qu'on a, c'est que l'Occident ne nous regarde pas pour nos beaux yeux. Donc, quand vous prenez un pays de l'Afrique centrale, vous prenez un Congo, vous prenez le président Sassou Nguesso, là où il est aujourd'hui, regardez tout ce qu'il subit avec sa famille en Europe. Ce n'est qu'en Afrique, avec ses frères africains, qu'il peut se sentir à l'aise. Mais si vous mettez dedans, d'accord, le Camerounais, même chose. Mais si vous mettez dans ce qui fait le dénominateur commun, que si vous faites 5 ans au Bénin pour un mandat, vous êtes renouvelable une fois. Si vous dites que ça doit être généralisé en Afrique, le Camerounais vous dira, mais comme il a dit ouvertement, n'est pas président du Cameroun qui veut, mais qui peut. Ça fait 40 ans. Sassou Nguesso ne pourra pas engager son pays dans cela, je ne sais pas combien, en tout cas plus de la trentaine d'années. Lorsque vous prenez, c'est pas pour les stigmatiser, mais lorsque vous prenez le Togo, c'est à quelques kilomètres de Cotonou, mais j'ai pu entendre le plus facilement du monde qu'il a été décrété que c'est le Parlement qui va désormais désigner le président. Donc, si dans les tests de ces organisations-là, vous mettez des choses du genre qui vont mettre tout le monde ensemble, et on ne pourra pas s'entendre. C'est comme on veut quelque chose et son contraire.
qui m'a encore amené à réfléchir pour dire, mais on est loin du compte. C'est comme si on fait un pas en arrière et devant et 10 derrière. J'entends que dans le contexte de ce qui se passe au sein de la CEDEAO aujourd'hui, avec l'AES et tout, et les rapports difficiles avec le Bénin, j'apprends que les 3 pays de l'AES et 2 autres pays, le Togo, le Tchad, dont le Togo, le Tchad, font des exercices militaires ensemble. C'est dans ces conditions-là que le Niger est en train d'accuser le Bénin, voisin du Togo, de vouloir le déstabiliser contre lui. Dans ces conditions-là, et même pourquoi le Togo ne s'imposerait pas, par exemple, de dire je ne ferai pas cette affaire si je n'ai pas le Bénin, les autres pays avec. Je vais, puisque j'ai plus de facilité de parler avec le Niger aujourd'hui, au lieu de se réjouir de ce que le Niger, le Bénin soit divisé, et que ce n'est que la condition pour que on ne sait pas s'ils s'en réjouissent ou pas. Oui, ça c'est un autre débat qu'on va mais ces exercices ensemble feront que on l'interprétera pour que après. vous ayez un regroupement des forces militaires, y compris le Bénin, vous allez attendre beaucoup de décennies. Julio Tometti, je vous pose exactement la même question. Est-ce que vous avez l'impression, au-delà des exemples que Kitty vient de parler, est-ce que vous avez l'impression que on veut être ensemble? Souvent on suppose que les peuples veulent être ensemble, mais c'est vrai jusqu'à quel point? Les peuples veulent être ensemble seulement que, comment dire, l'histoire et nos cultures nous ont déroutés d'une certaine façon. Et les seules personnes qui peuvent permettre au peuple de se rapprocher, ce sont en fait les gouvernants, c'est-à-dire les chefs d'État. Les chefs d'État qui sont pour les uns dans une attitude dévertisse et pour les autres dans une attitude condescendante d'une certaine façon. Parce que, en fait, il faut dire, si ça a réussi de l'autre côté, comme vous le dites, au niveau de l'Europe, c'est dit, à un moment donné, les gens se sont mesurés et chacun a su ce que représentait chacun. On peut se dire aujourd'hui, mais comment vous parlez des premières guerres. Voilà, même sur la deuxième guerre, comment aujourd'hui, c'est la France et l'Allemagne qui ont été leaders de cette affaire-là, alors que tous les problèmes ont commencé par ceux d'une certaine façon. Donc, c'est peut-être à un moment donné, les gens se sont mesurés. Ils se sont rendus compte, en fait, que de tout le bien qu'ils peuvent tirer de l'union, d'accord, et de tout le malheur qui peut venir, en fait, des divisions. Parce que, en fait, c'est quoi? Ne pas être ensemble nous expose très vite aux crises que nous sommes en train de subir, là, d'une certaine façon. Et donc, ils ont pensé que, quand nous sommes ensemble, autant politiquement, économiquement, sur le plan géopolitique, en fait, pour peser, en fait, dans le Conseil des Nations, ils vont y arriver. C'est ce que les pères fondateurs de l'OUA avaient pensé en 65. Aujourd'hui, à mesure que nous faisons le pas, il y a les disparités qui ont commencé par naître. Les gens, à un moment donné, sont considérés comme se sentant plus forts que les autres, d'accord? Et il ne faut pas oublier que nous avons, en fait, dans nos pattes, d'une certaine façon, les autres. Quand je dis les autres, nous avons ce qui n'a pas été le cas chez eux. Nous avons, nos accords bilatéraux entre États européens, américains, en fait, des autres nations, qui ne permettent véritablement pas de se faire tout là. Parce que d'autres disent, moi j'ai un territoire 10 fois plus grand que le vôtre, moi j'ai telle richesse, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Et à partir de quel moment nous pouvons être ensemble si, en fait, la philosophie africaine aujourd'hui n'est que, bon, lui, il est trop pauvre, lui, il est insignifiant, et à partir de ce moment-là, je n'ai pas grand intérêt à pouvoir collaborer avec lui. Alors que, en fait, c'est dans l'assemblage, puisque nous le découvrons aujourd'hui, que plus nous avançons, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que chaque pays a de potentiel, que ce soit en ressources, humaines, que ce soit en ressources minières, ainsi de suite. Chaque pays a du potentiel. Mais aujourd'hui, en fait, c'est quoi? Nous sommes dans un clivage où chacun cherche comment arriver à s'imposer, en fait, sur le plan international seul. Alors qu'on ne peut pas. Je disais tantôt que les organisations sous-régionales n'ayant pas réussi, il n'y a rien à espérer, d'une certaine façon, que l'Union africaine ait de beaux jours devant lui. C'est pourquoi je voudrais faire cette proposition-là, que, en fait, ce débat que nous faisons, ça revient, en fait, au cœur de chaque nation, pour d'abord déterminer est-ce que les peuples veulent être ensemble. Si les peuples veulent être ensemble, ils font ça à une condition, en fait, par rapport à leur gouvernant. Est-ce que ces débats-là n'ont jamais lieu lorsqu'on parle d'élections présidentielles sous nos cieux? Vous n'en entendrez pas. Vous disiez tantôt que, comment dire, par rapport aux questions de cotisation. Je pense que pour les tests du Bénin et pour d'autres,
Il y a au sein de la CEDEAO, par exemple, il y a des taxes spécifiques que les États perçoivent pour les parts de cotisation de tel secteur ou bien de tel secteur. Il y a même des taxes douanières qui sont orientées dans le financement de telle activité ou de tel organisme d'une certaine façon, que les parlements autorisent. Mais quand vous autorisez ce genre de choses, comment vous faites après pour vous préoccuper de ce que est-ce que l'organisation marche, de la suite de l'organisation? C'est en cela que les gens disent qu'on finit par dire, dans cette affaire-là, les gouvernants, ils trouvent leur intérêt. Les peuples n'en savent plus grand-chose. Sans avis, excusez-moi, nous avons entendu parler un peu de l'EUA et de l'Union africaine. Si ça continue, nos enfants n'entendront pas parler. Ça sera simplement en fait de la littérature pour eux, que l'on parle de l'Union africaine, ils vont lire ça dans les livres, voilà quelque chose qui a existé, qui existe toujours, mais qui ne vont pas sentir en fait la présence de cet organisme, l'impact dans leur vie quotidienne. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, nous ne sentons pas en fait l'Union africaine, nous ne sentons pas cette solidarité, nous ne sentons pas cette union entre les peuples d'Afrique et même en fait les États d'Afrique. Puisque il faut faire la différence, puisque au niveau de la constitution, on a lu, il y a les peuples d'Afrique et les États d'Afrique. Je ne sais pas ce qui doit précéder l'un ou l'autre, ou ce qui doit conditionner l'autre. Est-ce qu'on va, comme on le dit au sein de la CEDEAO, est-ce qu'on va au CEDEAO des États ou à la CEDEAO des peuples, lequel doit prévaloir sur l'autre, ou bien lequel il faut promouvoir avant l'autre et qui va conditionner l'autre. Donc, toutes ces questions-là restent ensemble, mais il faut dire en fait que, au-delà de tout ce qu'on peut dire, nos gouvernants ont une grande part de responsabilité, et c'est parce que nous, les peuples aussi, nous sommes, comment dire, la question ne nous préoccupe pas. Et c'est ce que je voudrais demander que désormais, en fait, ça puisse préoccuper les peuples, qui poussent en fait leurs gouvernants à cette unité. Ça commence déjà par, s'en préoccuper, commence déjà par en parler. Oui. Pour finir, il nous reste 2 minutes. Et avant, je dirais ce que Julien Kiti a dit tout à l'heure, n'a fait qu'apporter de l'eau à mon moulin. Si on ne s'entend pas sur les valeurs, on ne pourra pas faire quelque chose, on ne pourra même pas se mettre ensemble pour définir ensuite quel est le projet. Ensuite, il n'y aura pas de convergence économique s'il n'y a pas de convergence politique. C'est ce que ceux de la communauté économique de l'acier et du charbon ont compris pour partir de là et venir à l'Union européenne. Et c'est la même chose qu'on a compris au niveau de la CEDEAO, qui nous a amené à dire, partons, en plus des questions économiques, il faut déjà l'intégration au niveau politique, parce que c'est s'il y a stabilité politique qu'on pourrait parler de développement économique. Donc, si on s'entend sur ça, on sait à quel niveau il faut agir. Maintenant, pour revenir à la question de la volonté d'être ensemble, a priori, ce n'est pas le problème, la volonté d'être ensemble qui pose problème. Parce que l'idée ou la volonté d'être ensemble, ça ne peut partir d'abord que des leaders. Et les pères fondateurs ont déjà eu l'idée, ont déjà eu la volonté qu'on soit ensemble. Maintenant, c'est qu'à aucun moment, on a posé la question au peuple. Les peuples africains, les peuples de chacun de ces États-là, on ne leur a pas demandé, voulez-vous être ensemble? Et pour en arriver, on ne peut qu'aller a priori de façon basique que par un référendum. Voilà. À aucun moment, on a posé des questions aux gens. Donc, que l'on s'entende tous sur le fait que nous voulons être ensemble, que chacun des États, c'est-à-dire que les peuples posent la question à son peuple, et que les peuples répondent ensuite maintenant, qu'on s'assoit maintenant pour dire si on veut être ensemble, qu'on met ensemble. Et le reste, ça va être c'est un débat qui reste sur la table. Malheureusement, la régie nous presse de finir, puisqu'on a épuisé le temps qui nous est imparti. Oui, là, on n'a plus rien. Sinon, on va nous couper. Et merci, Julien Kiti. On y reviendra, c'est promis. Oui, vous êtes, je rappelle que vous êtes analyste politique, Julio Tomiti, juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste et associé, Mohamed Yamidi, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. C'était un débat intéressant, on y reviendra certainement. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénel, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, et continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénel. ETélé avec vous pour